Je voulais parler de pourquoi je me suis équipé d'une caméra 360. Ça veut dire quoi 360? Elle a deux objectifs, un devant, un derrière, qui chacun voit déjà plus large que nous, carrément à 180 degrés, ce qui veut dire qu'il va falloir souder deux images l'une à l'autre, celle de devant et celle de derrière. La soudure s'effectue par l'électronique de l'appareil et que quand on va voir, on aura l'impression de se mouvoir dans un espace image lui-même, comme ce qui vous entoure dans l'univers habituel. Et c'est ça qui fait le malaise. C'est peut-être pas un début, mais pourquoi l'image 360 me met mal à l'aise? Si je suis là, que je regarde autour de moi, je ne suis pas dans une image. Si je regarde une image qui m'immerge dans une vision à 360, c'est comme si je me projetais dans le point même d'où la caméra avait saisi ce qui l'entourait. Évidemment, si on fait une photo, traditionnellement, on a un cadre. Et ce cadre même est comme l'héritier des premiers, vous savez, cet effet de caméra oscura. Une chambre, il y en a des très célèbres en Italie, un volet, un tout petit trou, et puis dans la chambre se recrée une image de ce qui est dehors. Et c'est cette chambre obscure qui a modélisé l'ensemble des appareils photo. Donc toujours cette fenêtre qui est devant avec son petit opercule, la lentille au milieu et qui définit ce que vous choisissez de photographier du réel. Donc un cadre. Donc en séparant une fraction du réel et en organisant géométriquement ce qui apparaît dans ce cadre. Et à partir de ce moment-là, la photo devenant elle aussi une esthétique. Et puis tout d'un coup, il n'y en a plus de cadre. Mais ce qui est fascinant dans la photo, c'est même déjà un mouvement qui existe dans la peinture, et puis l'image technique de la photographie s'en étant ressaisie, c'est précisément cet effet d'immersion dans le réel à cause de la mimétique de l'image et de votre expérience au plus immédiat de ce qui vous entoure. Alors, en enlevant la séparation du cadre, et puis qui regarde la photo? Déjà, quand vous regardez une image, vous vous positionnez à l'endroit où elle a été prise. Ça ne change pas avec le 360. Le malaise, c'est que où ça s'arrête? Vous vous retournez, c'est encore la photo. Vous allez sur le bord, comme on fait quand on veut s'échapper de son rêve et regagner la réalité depuis le rêve. On arrête le rêve, on se tourne et on va vers le bord du rêve et on marche. Eh bien, avec l'image 360, on est dans la même... Est-ce qu'on supprime totalement la question du cadre? Je ne sais pas, parce que on est quand même dans quelque chose de sphérique avec ces deux objectifs. Ça veut dire que la photo, évidemment, donne l'illusion qu'on voit tout. Mais, par exemple, ce qui est sous la caméra, son pied extrêmement mince, qu'on peut supprimer, on ne le voit pas. Je fais des photos en 360 de mon bureau. Est-ce que je vais laisser le gros rouleau de sopalin? Non, je le glisse en dessous la table. Donc, malgré tout, c'est une scénographie où est organisé non pas un cadre, mais ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, simplement depuis la lentille sphérique. Idem, quand je regarde une photo, je suis celui qui est, vous savez, comme on avait autrefois dans la chambre, celui qui met le voile noir, qui s'applique derrière sa plaque de verre. Eh bien, là, quand on vous donne ces appareils,
vous dit, vous mettez un petit retardateur à 3 secondes, ou bien vous le pilotez depuis votre téléphone. Chacun de ces appareils va avec une petite application sur l'iPhone ou le Samsung ou ce que vous avez. Eh bien, on va se cacher à côté et puis on déclenche l'image. Par exemple, en 2017, on a fait toute une semaine à Providence, photographier en sphérique les lieux de H.P. Lovecraft. C'était fascinant. Mais Tim Mandler, qui opérait la Samsung, nous disait « ça y est, on est prêt ». Et puis Sébastien Logman et moi-même, on allait se cacher derrière une haie, derrière une voiture, dans un petit bout d'impasse. Donc on a passé notre semaine à Providence à se cacher derrière des tout petits recoins, des petits bouts de mur. Non, moi j'ai l'impression que ce qui est fascinant avec la 360, c'est que, par exemple là, quand j'installe la caméra, le point ensuite qui sera votre point d'entrée dans l'image, c'est ce que verra frontalement ici le petit écran. Donc moi je peux choisir de me mettre devant, dans le champ, pour vous inviter dans l'image, ou rester à l'écart derrière, et puis c'est simplement en vous déplaçant, vous, dans l'image, que vous verrez qui vous raconte l'image, c'est-à-dire moi, à distance de mon petit appareil. Et là, je crois qu'il y a des possibilités énormes de fiction. C'est-à-dire, si je suis à l'écart et que vous composez, vous déplacez dans l'image depuis la position assignée par cette image sphérique, on est en dialogue de fiction, de personnages. Là, tout d'un coup, tout change. Tout change aussi parce qu'on peut faire des films. Si je fais une vidéo, j'avais rêvé par exemple, c'est pas un projet que j'ai laissé tomber. Je mets en marche la caméra et moi, c'est très simple, avec un petit micro-cravate, relié d'ailleurs ici là, par la petite prise micro en HF. C'est-à-dire, j'ai pas de manipulation spéciale, je dis ce que je vois. C'est-à-dire, on a une vidéo qui enregistre tous les éléments, tout ce qui bouge, les voitures qui passent, le décor, et moi, je suis en train de dire le monde en même temps. C'est un petit peu pour ça que j'avais acheté cet appareil. Mais la question du mouvement, la question de la vidéo, elle aussi se déplace, parce que qu'est-ce qui se déplace dans l'image 360 ? Eh bien, c'est vous-même. C'est-à-dire que si je mets un texte off qui vous dit ce qu'il y a dans l'image, vous-même, vous allez pouvoir aller regarder à droite, aller regarder à gauche, vous retourner, et la fiction viendra de ce rapport du discours à l'image, mais l'image fixe ne l'est plus puisque c'est vous qui vous animez. Non pas comme on regarde le cadre d'une photo, mais presque comme, vous savez, quand autrefois il y en a des magnifiques à Rome, à Trinita dei Monti, des anamorphoses. Vous lisez une peinture qui semble déformée, abstraite, et puis tout d'un coup vous arrivez à un point où, là, il y a un dôme de Borromini, comme ça. Tout d'un coup, l'image s'est refaite. Je crois que c'est ça aussi qui donne les enjeux très neufs de ces caméras. Alors là, il y a plein d'autres. Pour l'instant, qu'est-ce que ça me réapprend ? C'est-à-dire l'appareil, comme celui qui me filme là tout de suite, on l'a à la main, on fait juste un petit geste, on cadre là même, je ne me sers pas du viseur, je sers juste du capteur, et puis hop là, on le fait à la volée. Il y a une grande tradition de la photographie faite à la volée, comme l'américain William Klein ou Robert Frank, l'appareil tenu à la main et planche. Même ça tient compte de comment vous vous déplacez par rapport à votre sujet, et puis vous le déclenchez par surprise. Il y a un japonais, Daido Moriyama, qui a aussi développé toute une technique de, par exemple, se balader dans les villes en photographiant les portes ouvertes par tout en bas. Là, ici, moi, ça me réapprend le contraire, c'est-à-dire mettre l'appareil sur son pied, le déclencher, m'éloigner avec le téléphone. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, même si ce n'est pas un cadre, mais que cette bulle sphérique, vous l'aménagez. Est-ce que c'est la même chose si vous la photographiez de cette hauteur-là
ou de cette hauteur-là? Et est-ce que vous choisissez d'être dans un espace vide avec des vues en perspective, ou est-ce qu'au contraire, vous allez utiliser la déformation en gros plan de végétaux ou d'une porte? C'est-à-dire que même la dramaturgie en 360, elle est beaucoup plus proche d'une scène de théâtre avec cette différence de perspective. Et là, je crois qu'on a tout un vocabulaire à réapprendre. C'est pour ça, moi aussi, là, qu'il y a toujours ce truc dans le web. Quand tu repars dans un nouveau gadget, c'est pas la question du nouveau gadget, c'est se dire, si tu veux comprendre ce qui se passe, t'es bien forcé de l'expérimenter. Et c'est peut-être ça la dialectique, c'est-à-dire, si cette histoire de l'image, y compris le passage à l'image technique, photographique, c'est cette sensation d'immersion, c'est cette sensation, cette illusion d'être immergé dans une réalité qui n'est qu'un effet de réalité. À ce moment-là, l'évolution et l'apparition de ces caméras 360, c'est quelque chose d'irréversible. C'est-à-dire, une fois que vous y goûtez, évidemment, de la même façon que la télévision n'annule pas la radio, que les locomotives n'ont pas induit qu'on se débarrasse de tous les chevaux, etc., etc. On n'en est plus dans ces logiques-là. La photographie, le film frontal ont toujours évidemment leur légitimité, leur ouverture tout devant, leur espace de fiction, précisément parce que on filme en mouvement, parce que on découpe du hors champ, parce que le statut de la réalité, comment on en témoigne, comment on la refait, mais dans cette immersion-là, se dire que, là par exemple, c'est en fait ma troisième petite caméra. La première, je l'avais achetée justement au moment de Lovecraft, en 2017. C'était une petite Nikon. Globalement, d'ailleurs, elles sont toutes restées au même prix. Mais c'est comme si elle était comme moi, elle était myope à 40 cm. Donc on pouvait commencer à entrer dans la réflexion, mais vous aviez l'impression de quelque chose comme on faisait nos premières photos de téléphone il y a 5 ans, ou nos premières photos d'appareils numériques, pour moi, il y a 20 ans. Tandis que là, tout d'un coup, là, je filme en 4K. Là, c'est une résolution de 8K, mais c'est 8K, c'est-à-dire cette taille de 7680 pixels pour cette image qui, en anamorphose, va redonner cette impression qu'on peut se déplacer à l'intérieur. C'est un 7680 déployé sur la totalité de la bulle que vous représentez. C'est-à-dire que pour atteindre la même résolution que vous avez avec cet appareil, lui, il doit démultiplier cette résolution, ce qui fait que les caméras professionnelles, les Insta Pro, Insta, il y a plusieurs types, mais enfin, bon, il faut claquer 3500 balles pour avoir cette espèce de boule, et si vous voulez faire un tournage, il vous faut la même boule, mais qui coûte 15 000 de boules. C'est pas pour moi. Par contre, dans ces eaux-là, alors il y a les petites Insta 360 qui sont des jolis petits jouets parce que c'est aussi des caméras d'action. C'est-à-dire que on filme à mesure qu'on se déplace, et puis ensuite au montage, avec l'application qui est formidablement faite, vous choisissez de voir ce qu'il y a dessus, ce qu'il y a dessous, ce qu'il y a à côté, de vous voir vous. C'est-à-dire que vous fabriquez un film à partir de ce que la caméra, globalement, a pris. Vous fabriquez un film frontal à partir d'une espèce de captation qui, elle, vous laisse jouer avec tout ce que vous voulez. Moi, je suis plus dans l'idée de travailler sur ce qui me fascine aussi dans la peinture, et la peinture à tous les âges, c'est-à-dire quelque chose qui tient de la précision, et peut-être que l'angoisse ou le malaise tient à la fixité de cette image totalement fixe. Dans cette image totalement fixe, mais qui vous entoure comme une grande bulle, qu'est-ce qui vous a mis là? Pourquoi vous êtes là? Comment cette impression de réalité vous a fait oublier même l'idée que vous vous êtes détaché de l'endroit où vous êtes quand vous regardez une photographie frontale, et puis vous êtes venu à l'endroit même où a été prise la photo, ce qui était déjà troublant dans les vues du port du Caire par Maxime Ducamp en 1845.
mais qui évidemment prend une autre instance avec ces petits appareils. Et comment vous les regardez? Ça, c'est la question. C'est-à-dire, quand on travaillait sur ce repérage H.P. Lovecraft, l'idée c'était que vous coiffez un casque de réalité virtuelle. Quand je me balade à Évry, dans cet incubateur où il y a tous ces jeunes qui sortent d'école d'ingénieurs et qui travaillent comme ça sur l'industrie du jeu vidéo, eux, ça ne les gêne pas. Ils sont avec ce casque, ils jouent, ils sont dans un monde provoqué par le casque. Il se trouve que là, pour l'instant, même au bout de 5 ans ou plus, il y a du mal à le populariser. Pourquoi on a du mal à populariser le casque? Parce que vous vous coupez du monde. Vous vous isolez dans une salle obscure, une salle de cinéma qui n'appartient qu'à vous, qui est globale, qui vous immerge comme une salle de cinéma du temps que les cinémas ouvraient. Et même individuellement, quand vous vous déplacez, vous marchez dans cet espace, vous simulez cet espace avec vos mains. Mais vous savez bien que vous êtes coupé et que dès que vous relèverez le casque, vous retrouverez le... Alors, peut-être c'est ça où il y a aussi un autre espace de fiction avec ces petites machines. Je regarde l'image sur mon ordinateur. Je suis habitué à l'image frontale et tout d'un coup, je suis une image dans laquelle je peux me déplacer parce que si c'est le téléphone, je vais bouger le téléphone ou la tablette autour de moi. Moi, j'aime pas trop ça. Ou directement parce que le téléphone, avec ma main, la main réflexe qui se déplace sur la souris ou le trackpad, c'est la main qui, en se déplaçant, en déplaçant le petit curseur, me fait moi me déplacer dans l'image et provoque cette immersion parce que ce geste est devenu réflexe, même si je reste sur mon laptop. Par contre, si vous mettez cette image sur Facebook, bien, Facebook va utiliser sa propre compression. Vous aurez l'impression d'une image un peu pauvrette. Sur Instagram, avec ce travail de compression encore plus, de toutes petites vignettes pour consultation là, principalement sur téléphone, ils n'acceptent pas les photos en 300, les images 360. Pourtant, ce serait bien ce vecteur. Alors là, en ce moment, moi, je pense que c'est une étape aussi transitoire. À quoi ça sert? Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir ces petits machins à des prix relativement raisonnable? Ça, c'est une Kandao Kucam 8K, une petite machine chinoise. Il y a la Ricoh Theta Z1, etc. Mais on est un petit cran au-dessus de la GoPro Max ou de l'Insta 360. Si c'est trop joujou, on sait bien qu'on n'est rien que dans une image. Le monde ressemble un peu à un truc de jeu vidéo. Ça me plaît pas. Par contre, pourquoi ça s'est développé? Pour les agents immobiliers. Vous voulez faire rêver d'une maison, vous avez une maison à vendre, bien on installe ça, et puis ce qu'on peut faire, c'est des sites qui se sont spécialisés, vous vous promenez dans la maison, et puis on peut installer un petit bouton, une petite flèche sur la porte, là-bas, derrière. Et avec votre souris, votre main, votre trackpad, vous rejoignez le bouton de la porte s'ouvre et vous êtes dans la chambre ou le couloir où vous montez l'escalier pour vous retrouver sur le toit. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a un statut intermédiaire entre image fixe et image animée, mais c'est des statuts, par exemple la lanterne magique où on déplaçait les petits cartons, vous savez dans Proust quand on fait les allers-retours du carton, le cheval se met au galop, ou les petits appareils de stéréoscopie au tournant du 19e siècle, 20e siècle. La photographie a inclus dans son histoire toujours ces fonctions animées. Le cinéma, c'est 25 photographies frontales qui se succèdent en ordre linéaire. C'est-à-dire que cette ouverture d'espace fictif, parce que vous vous déplacez à l'intérieur, prendre les applications de sites immobiliers, visites virtuelles de maison, eh bien, si vous allez voir ma page, ça s'appelle
il y a plusieurs plateformes, facile aussi de trouver leurs différences, de faire une balade dans différentes. Moi, j'utilise une qui s'appelle Kula, je sais pas comment ça se prononce, Kuula. Eh bien, il y a déjà des tas de balades à l'intérieur et des tas de personnes très singulières qui organisent ce déplacement de réalité. Alors, c'est une autre question encore. Vous voyez tous ces emboîtements qui sont un peu secondaires, mais qui sont là quand même. C'est-à-dire, est-ce que je peux mettre ces photos directement sur mon site? Ben non. C'est-à-dire que maintenant, mon site, c'est une grosse table des matières, c'est un index, mais que si vous allez voir les vidéos, ça vous emmène sur YouTube. Si je dois mettre... Si j'installe l'espace qui est pour moi très, très important, de plus en plus important, où on est beaucoup plus entre nous, parce que c'est cet espace Patreon avec les petites vidéos réservées, avec les échanges directs. Il y a besoin de ça. On peut pas tout faire dans le grand tambour public du web. Donc ça, c'est sur Patreon. Et puis maintenant, pour les vidéos, pour les images 360 et la possibilité de les exploiter en fiction, eh bien, je détourne, moi aussi, cette plateforme à l'origine prévue pour les visites immobilières. Mais ça, c'est des grosses questions. C'est question de silos. Voilà pourquoi. Alors, qu'est-ce qui est étrange pour moi? C'est que au début, c'était juste pas un jouet. C'était se dire, si je veux comprendre ce qui se passe avec ça, il faut que je puisse le manipuler. C'est partout pareil, ça. Si vous faites impression à la demande, on peut toujours baratiner tout ce qu'on veut, ou du podcast, on peut baratiner tout ce qu'on veut. Commence donc par en faire, commence par essayer. Le web, c'est pas la question d'un primat de la pratique sur la théorie, c'est que ce qui ne dispose pas encore de représentation mentale, c'est par l'expérience qu'on peut arriver à s'y mettre. Mais ce trouble, il me hante de plus en plus. Et c'était juste ça le départ de cette vidéo. Bon, allez vous balader et puis voir mes petites images, mais je pense qu'il y en aura de plus en plus. C'est-à-dire que maintenant, quand je marche, quand je me déplace, il y a des fois, tu sais que il faudrait sortir l'appareil du sac, ou justement, c'est pour ça que souvent je l'ai au cou, parce que l'appareil, tchac, ça tu le photographies. Avec ça, c'est différent. Tu vois une disposition du réel, tu vois ce théâtre, tu vois le réel comme un théâtre. Et tu te dis, là, dans ce fragment de réel, la photo sphérique, c'est ici que je vais la placer, à cette hauteur, dans cette orientation principale pour ce champ d'accueil. Par exemple, tout à l'heure, je vous disais image d'un côté, image de l'autre. Donc, il y a ce qui est transversal, on appelle ça le stitch, c'est-à-dire cette espèce de collage qui doit être invisible. Tu apprends que, par exemple, si tu as le soleil ou des zones un peu plus brillantes, c'est ça qui va t'orienter ton stitch ici, ou au contraire, un truc un peu sombre où tu n'as pas besoin du détail. Donc tout ça, tu le positionnes, et puis dire, et moi, je me mettrai où? Ou bien si on est plusieurs, comment on se dispose à côté? Et c'est un appareil qui, pour obtenir cette précision, il y a besoin de cette précision. C'est déjà le cas, vous savez, si vous faites une photo avec un iPhone, vous appuyez une petite tapette du doigt, mais lui, comme il enregistre, comme le capteur fonctionne en permanence, il revient sur 8 microsecondes en avant du moment où vous avez tapé, et il en ajoute 8 à l'arrière, et puis de 16 images avec le tout petit microscopique capteur de l'iPhone ou de votre appareil téléphonique. Il vous fait une photo où c'est bizarre parce qu'il identifie, ça ressemble à un bonhomme, ça ressemble à un cheval qui court, ça ressemble à un beau bâtiment architectural. Et il décide à votre place de ce qui est important dans la photo pour que ça ait l'air net, brillant, vif, etc. Et ces appareils fonctionnent de la même façon. Vous achetez de l'électronique, mais toutes les images, même les plus belles cinématographiques avec les RED ou les Sony Alexa, etc., c'est des algorithmes depuis un capteur. Et là, quand je fais la photo, lui, il va en prendre 8. Pour faire que même avec simplement ces 8K,
vous puissiez avoir l'impression que la feuille d'arbre là-bas, elle est vivante, elle existe. Eh bien, je retrouve ce même mystère de dire attention, on bouge plus, tac, et puis j'entends plich, plich, et ça y est, il a pris les 8 photos. Mais dans ce petit moment, waouh, il faut pas bouger. Donc ça aussi, c'est bizarre comme ça vous réapprend un fondamental de la photo à travers. Voilà, petit voyage à travers ma petite caméra 8K, mais simplement pour dire, c'est pas une question de gadget, c'est une question extrêmement profonde de rapport au monde, de rapport au paysage. Je pense à l'Atlas des régions naturelles, là, qui est une expérience faite par 2 artistes, Éric Taboukin et Ali Monnier, mais qui ont toujours l'impression qu'ils sont un peu nos délégués là, au bout des routes. Mais à un moment donné, là, je suis dans l'île de Groix, il y a un vieux cinéma qui s'appelle Cinéma des familles. Évidemment, je peux faire une magnifique photo qui est la façade, le fronton du cinéma des familles. Mais si je mets mon petit machin, j'ai le fronton du cinéma des familles, et puis j'ai aussi la petite rue telle qu'elle se branche dessus. Et puis j'ai aussi l'ouverture là-bas sur la mer. J'ai aussi moi qui viens et qui regarde la façade du cinéma des familles. Et bon voilà, juste là on termine là-dessus. Je dis pas si vous avez des sous à perdre, faites-le, aucun de nous a des sous à perdre. Mais pour moi le web, c'est ça aussi le... Bon, besoin d'investir dans l'ordi, besoin d'investir là, dans un petit micro, un appareil, etc. Mais, bah oui, à un moment donné, tu te dis, cette aventure-là, je veux la faire parce que esthétiquement, elle me concerne sur le dur. Voilà, je vous ai parlé de ma petite caméra 8K. Je ne mets pas des vidéos 8K sur YouTube, pour l'instant c'est cette accumulation-là dans cet espace Q-là, mais vous trouverez facilement le lien, je le mets juste là-dessous. Une nouvelle arborescence dans le paysage général, mais on ne devrait pas le dire, j'ai un peu d'affection pour ce petit joujou-là, y compris même dans le fait qu'elle soit si fragile. C'est pas simple, hein, vous savez, exporter la photo, la ramener sur le téléphone, l'envoyer sur l'ordi, la reprendre sur Lightroom, etc., etc. On n'est pas dans du presse-bouton, hein, mais j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose là, de ce côté-là.